Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble, comme chaque dimanche, pendant 30 minutes et je reçois ce soir Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et maire de Montigny-le-Bretonneux. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Michel Laugier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 11 juillet 1956 à Aix-en-Provence. Ça s'entend un petit peu. Journaliste de formation, vous entrez en politique en 2001. D'abord comme chef de cabinet de Nicolas About, le maire de Montigny-du-Bretonneux. Puis vous êtes élu, d'abord comme premier adjoint, puis comme maire, à partir de 2004 de cette même ville. Vous avez également été conseiller départemental, c'est en mars 2015, et vous êtes donc le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ce soir, nous allons avec vous justement parler ensemble de cette assemblée, mais aussi de votre ville et évidemment de la campagne présidentielle en cours. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors il y a tout juste un an, l'agglomération de Saint-Quentin que vous présidez, donc passait de 140 000 à 230 000 habitants, parce que vous avez absorbé, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, 5 nouvelles communes, Maurepas, Coignères, Plaisir, Les Clés-sous-Bois et Villepreux. Un an après, quel bilan vous tirez de cette année avec beaucoup plus de communes ? Alors, plus de communes, bien sûr, ce qui veut dire aussi plus de responsabilités, mais un travail important parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans cette réunification, on va dire, entre les 12 communes, c'est opéré donc à partir du 1er janvier 2016, mais ça c'est administratif. Après le tout, c'est de se mettre en ordre de marche, et donc ça veut dire des intégrations, mais ça veut dire aussi des délibérations importantes, et on n'est pas encore arrivé au bout de tout ce que l'on doit faire. Donc là, tant qu'on n'a pas voté les intérêts communautaires, c'est-à-dire ce qui fait partie de la responsabilité d'une ville ou ce qui fait partie de la responsabilité d'une intercommunalité. Donc nous sommes en négociation là-dessus, nous avançons lentement parce que c'est très important, mais sûrement. Est-ce que ça se passe bien ? On a reçu ici à ce micro quelques personnes de l'opposition qui disent qu'ils ont du mal à s'exprimer. Est-ce que les débats sont un peu houleux aussi, vous le confirmez ? Les débats ne sont pas houleux. Moi, je crois qu'il y a la différence entre le discours et la pratique. Moi, la pratique, c'est le travail qu'on fait au quotidien et que je fais avec chacune des villes, avec chacun des maires, et les choses se passent très bien. Et après, vous avez la posture politicienne lorsque vous êtes dans une assemblée où il y a du public, où il y a la presse, où là, on a un comportement différent. Personne n'est maltraité à Saint-Quentin. Il y a le respect déjà du suffrage universel. Et deuxièmement, ensuite, il y a le respect que l'on doit à chacune des communes de ce territoire. Et d'ailleurs, je veux dire, la plupart des délibérations sont prises à l'unanimité. Donc c'est vous dire si le débat est tendu. Alors, vous avez récemment saisi le préfet, le président du Sénat Gérard Larcher et le Premier ministre Bernard Cazeneuve à propos d'un amendement voté fin décembre. Alors je le dis rapidement parce que ça pourrait alourdir les finances de l'agglomération parce que ça vous en supprime une pondération fiscale. Bref, où en est-on et comment se portent les finances de l'agglo ? Alors, déjà sur le texte de loi qui nous a surpris puisqu'il a été voté le 29 décembre 2016 et qui nous impactait durement puisque la pénalité pour l'agglomération de Saint-Quentin se situait entre 13 et 16 millions d'euros. Donc il était pour nous impossible de trouver cette somme-là rapidement, et puis je veux dire sans que ceci ait des répercussions importantes sur la population de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc nous bénéficions jusqu'à présent d'une pondération fiscale parce que nous sommes une ancienne ville nouvelle, et dont nous sommes très endettés. Nous sommes très endettés tout simplement parce que l'État nous a obligés à construire, à accueillir de nouvelles populations, mais en même temps à aménager cette agglomération en construisant beaucoup d'équipements publics, des voiries, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes très endettés. Et donc nous avons toujours pu bénéficier de cette pondération qui finalement se justifiait par rapport à notre endettement. Nous avions déjà eu une première alerte en 2015 et on avait déjà mobilisé tout le monde. Et donc, c'est d'ailleurs un amendement porté par Benoît Hamon, mais aussi en solidarité par tous les députés des Yvelines, quelle que soit leur couleur politique, qui nous avait permis de pouvoir éviter. Là, cette fois-ci, c'était dans la loi de finances, donc, et là, personne ne l'avait vu. Sauf qu'à l'agglomération, on s'en est rendu compte à la mi-janvier. Donc tout de suite, nous avons alerté tout le monde. Et pour vous dire la vérité, j'ai prévenu Évry qui n'était pas au courant. J'ai prévenu Cergy-Pontoise qui n'était pas au courant. Ben là aussi, il y a eu la solidarité. Bien sûr, nous avons saisi tous ceux qui pouvaient nous aider, les ministres,
On commençait par le Premier ministre, mais aussi tous les parlementaires des Yvelines. Et donc, j'ai aussi à travailler avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique, mais qui a la même responsabilité que moi, c'est-à-dire le président de Cergy-Pontoise. Mais à la différence de Michel Laugier, lui, il est parlementaire, et donc il a pu porter une proposition de loi, parce que là, nous étions dans des délais très restreints. Je vous rappelle que la session parlementaire s'est terminée oui, il y a quelques jours. Il y a quelques heures, on va dire. Ouais. Et donc, ensuite, c'était impossible de pouvoir faire passer un texte. Donc là, nous l'avons fait dans la rapidité. Mais en tous les cas, une proposition de loi a été présentée par Dominique Lefebvre, donc le président de Cergy-Pontoise. Elle a été co-signée par Gilles Carrez. Vous voyez que là aussi, c'était très œcuménique, qui est quand même le président de la commission des finances de l'Assemblée. Le texte est passé avec le soutien de tous les parlementaires yvelinois, les députés. Et moi, ensuite, donc, j'avais aussi saisi le président Gérard Larcher au Sénat pour que le texte soit voté conforme, c'est-à-dire avec exactement les mêmes termes, pour que ça puisse être une loi rapidement et qu'il n'y ait pas le système de la navette. Au Sénat aussi, avec l'appui de tous les sénateurs des Yvelines, tout ceci s'est bien passé. Donc aujourd'hui, Saint-Quentin est sauvé. Alors, est sauvé pour l'année 2017, parce que là, pour le moment, comme il fallait aller vite, on n'a pas pu négocier trop de choses. Ouais. Donc il va falloir qu'on se remette au travail et on attendra le résultat des prochaines présidentielles et le résultat des législatives pour recommencer notre lobbying et faire valoir finalement cette situation un peu particulière d'Ancienne Ville Nouvelle. Est-ce que justement ces présidentielles ne bloquent pas un petit peu tout ce qu'on peut mettre en route quand on est un élu local comme vous ? Alors, est-ce que vous avez des projets, par exemple, pour les prochains mois, là, pour le mais nous avons des l'agglo projets, mais importants. Oui, nous avons beaucoup de projets. On porte beaucoup de choses au sein de cette agglomération. Il y a des projets aussi dans toutes les villes aussi qui portent ces projets-là en même temps que l'agglomération, puisque l'agglomération a la compétence aménagement, par exemple. Donc, on travaille bien sûr avec les communes. C'est pas un changement de gouvernement qui va nous empêcher. Par contre, sur les dotations qui peuvent être versées, sur l'accompagnement qui peut être aussi prodigué par le gouvernement auprès des collectivités, c'est là où il y a une grande inconnue. Les gros projets, les grandes actions, de toute façon, je veux dire, nous, ce qu'on attend, c'est qu'on soit un peu plus aidés, parce que depuis quelque temps, j'allais dire depuis le gouvernement actuel, nous sommes plutôt en restriction budgétaire, puisqu'on vient prélever dans nos caisses un certain nombre de choses pour donner. Alors, vous savez, c'est toujours pareil, la solidarité, j'aime bien. Que des communes riches donnent à des communes moins favorisées, c'est normal, c'est la solidarité. Mais il ne faut pas confondre communes riches et communes bien gérées, et communes pauvres et communes mal gérées. Voilà, c'est toute la différence. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que la solidarité qu'on a demandée aux collectivités, c'est-à-dire qu'on a moins de dotations qui viennent de l'État pour permettre le désendettement de l'État. Moi, ce que la fameuse dette. La fameuse dette. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons été ponctionnés, mais la dette a continué à progresser. Et ça, c'est anormal. Alors, parmi les grands chantiers, on va revenir dans votre ville. Là, cette fois-ci, vous avez annoncé lors de vos vœux des grands programmes immobiliers sur Montigny-Bretonneux. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce qu'il y a des besoins dans votre ville criants ? Il n'y a pas de besoin criant, mais il y a des besoins toujours de développer une ville, de l'adapter, de la faire encore évoluer. Tout simplement, aujourd'hui, j'ai plusieurs opérations qui vont démarrer parce que il y a eu un travail important qui a été fait. Il y a des équipements qui ont bien vécu, voilà, donc ils ont bien rendu service. Et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et donc, j'ai des opportunités de pouvoir le faire. Il y a quelques années, nous avons fermé un collège. Eh bien, ce collège-là est situé au cœur de la ville de Montigny avec une emprise foncière importante. Eh bien, à la place du collège, plutôt que d'adapter ces locaux anciens et qui sont plus du tout aux normes, je préfère raser et construire de nouvelles choses. Donc je vais faire un grand équipement culturel qui va réunir le conservatoire de musique, l'école de théâtre, les studios de répétition pour les groupes, les écoles de danse. Et puis à côté, avec l'espace libéré, bien je vais faire des programmes immobiliers et des programmes immobiliers qui seront bien sûr le reflet de ce qu'attendent aujourd'hui et les Ilmontains et les personnes qui veulent venir à Montigny, donc avec de l'accession à la propriété, du locatif social et de l'accession
aider, parce que c'est aussi important qu'on puisse permettre aux primo-accédants de devenir propriétaires à un tarif quand même en dessous du marché, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le prix de l'immobilier commence à être assez élevé sur le secteur de Montigny-Bretonneux. Et donc, je reconduis ces opérations sur différents sites. Voilà, donc c'est aujourd'hui un aboutissement. Et puis, il y a des immeubles aussi qui arrivent en fin de vie. Je le fais au niveau habitat, je le fais pour des équipements publics, et je le fais aussi pour des immeubles d'activité. Donc, autour de la gare, il y a aussi une mutation profonde dans les immeubles d'activité qui sont situés là. Ils vont retrouver une nouvelle vie, une nouvelle dynamique. Et c'est bien parce que c'est important pour l'attractivité de Montigny. Et à travers l'attractivité de Montigny, c'est l'attractivité de Saint-Quentin d'Yvelines. Alors justement, si vous voulez que des nouveaux habitants viennent à Montigny, il faut aussi que le commerce suive. Et il y a ce centre commercial qui est, on peut le dire, à l'agonie, ou en tout cas qui est en travaux depuis des lustres, avec des magasins qui sont fermés, qui ne rouvrent pas. Très peu de gens quand on y va, très honnêtement. Qu'est-ce qui se passe là-bas et que va-t-on faire de cet endroit ? Alors, il y a déjà, quand on est dans le cœur de Montigny, parce que nous, contrairement aux autres villes, l'activité commerciale et le centre commercial se trouvent au cœur de la ville, et non pas en périphérie de la ville. Mais il y a deux espaces. L'espace Saint-Quentin, qui lui marche très bien, c'est 12 millions de visiteurs par an, voilà, dont les choses se portent très bien, avec de belles locomotives. Et à côté, vous avez un autre centre commercial qui s'appelle le SkyWest, voilà, qui a connu des difficultés tout simplement parce que dans la commercialisation qu'il y a eu initialement, eh bien, on s'est éloigné du projet d'origine qui était un centre commercial tourné vers la culture et le loisir. Donc ceci n'a pas pu se faire pour différentes raisons, ce qui serait trop long à expliquer. En tout cas, on s'est retrouvé non pas avec un centre commercial complémentaire, mais avec un centre commercial concurrents avec des lunettes, des chaussures, etc. C'est pas du tout ce qu'il fallait. Donc, conclusion, le centre petit à petit a décliné. Et donc, finalement, c'est le propriétaire de l'espace Saint-Quentin qui a racheté SkyWest. Les choses sont ainsi. Il y a eu un premier projet tourné vers un village des marques. Et puis, les choses n'ont pas pu se faire pour des raisons de concurrence, donc on n'a pas pu aller plus loin. Et donc là, aujourd'hui, il y a un nouveau projet, et finalement, on revient vers l'idée initiale, un nouveau projet tourné vers la culture et les loisirs. Et donc, nous avons eu l'accord en fin d'année dernière, en décembre, de la commission départementale d'aménagement commercial pour que les choses puissent se faire. Et donc là, aujourd'hui, le propriétaire est en train de signer les différents baux et les travaux vont commencer. Voilà. Concrètement, à quelle concrètement, quelle je pense qu'en 2018, 2018, on aura à nouveau un centre commercial performant, attractif, complémentaire, avec des choses qui n'existent pas ailleurs. Voilà. En tout cas, pendant ce temps, quand même, il faut rappeler qu'il y a des activités qui sont toujours en place, et notamment un multiplex cinéma qui marche très bien. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique sur Sensation. La suite de cet hebdo politique où je reçois Michel Laugier. Vous avez soutenu, comme 185 élus départementaux, François Fillon au moment de la primaire de la droite et du centre. Quel regard portez-vous maintenant sur cette campagne et l'affaire qui le touche ? Alors, l'affaire qui le touche, je trouve qu'elle est disproportionnée par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Vous pouvez comprendre quand même l'émoi dans le... Non mais je peux comprendre l'émoi, mais vous pouvez aussi comprendre... D'ailleurs, je vois que le public, à force de voir que François Fillon est tous les jours harcelé sur ces choses-là, je crois que le public a bien compris que c'était anormal. C'était anormal ce qui se faisait contre lui et c'était illogique. François Fillon... C'est vrai qu'il ne baisse pas dans les sondages. Enfin, il monte plutôt. Oui. Donc, voilà, donc il monte plutôt. Donc ça veut dire oui, conséquente. Il a baissé, maintenant il remonte. Donc ça veut dire que les gens ont compris qu'il y avait vraiment aujourd'hui un acharnement thérapeutique sur lui et que c'était anormal. C'est quand même assez bizarre parce que maintenant d'autres candidats ont les mêmes soucis. Donc, Marine Le Pen. Par exemple, pour ne pas citer, parce que je n'aime pas citer tous les noms comme ça, mais en tout cas, on voit que d'autres candidats aussi ont des soucis, et on n'est pas encore arrivé à la fin de la campagne, parce qu'on sait très bien que dans le cadre d'une campagne, certains n'hésitent pas à sortir les boules puantes à tout moment. C'est ce que je déteste un petit peu dans cette campagne, et puis finalement, on parle jamais de programme,
On ne parle que de ce qui se passe de manière annexe. Et là, en tout cas, on est dans une situation économique en France, dans une situation où il faut du changement. Il faut du changement. Et c'est vrai que le gouvernement socialiste, là, nous laisse une situation dramatique. Il n'y a rien qui a été fait. François Hollande, d'ailleurs, n'a même pas osé venir présenter son bilan devant les électeurs. C'est la première fois dans la Ve République. Donc il a tiré lui-même les conséquences de la pauvreté de son mandat. Mais je veux dire, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut arrêter. On sait très bien, les autres pays ont réagi déjà depuis un moment. Nous avons eu une crise énorme entre 2007 et 2012, mais on a pris quelques mesures, mais pas suffisantes. Il faut réformer ce pays, et il en est temps. Et je pense pour vous, François Fillon est celui qui porte... François Fillon est celui qui porte la réforme qu'il faut, avec le sérieux qu'il faut, l'expérience qu'il faut, et j'en suis certain, l'efficacité qu'il faut. Mais il s'adoucit un petit peu sur certaines de ces mesures, alors qu'il avait dit qu'il continuerait à suivre ce programme qu'il avait tenu durant la primaire. Il va chercher un petit peu d'aide du côté de Nicolas Sarkozy. Voilà, il essaye quand même de... Il faut rassembler son camp, je veux dire, la première des choses... vous savez, donc c'était pas fait à la fin de la primaire? Non, pour moi, c'était pas fait à la fin de la primaire, parce que pas tout le monde joue la règle. Voilà, tout simplement. De suivre le candidat qui a été élu. Exactement. Oui. Je veux dire, je suis toujours pareil. Il y a un temps pour la campagne, et puis après, on se met au travail. Il y a le moment où on échange, où on doit faire un choix, et une fois que le choix est fait, on suit. Voilà, pour moi, c'est dans ma vie, c'est le comportement que j'ai toujours eu. Il y a des choix et on s'y tient. Sinon, il fallait pas dire qu'on faisait une primaire. Si on fait une primaire, on respectait les règles. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi François Bayrou a été très présent dans cette primaire, et qu'aujourd'hui, il s'en va ailleurs. Il faut respecter le choix d'une primaire. François Fillon a été celui qui a été élu par un nombre important de Français à l'occasion de cette primaire. Donc maintenant, pour moi, c'est le candidat légitime de la droite et du centre. Et après, je n'irai pas plus loin. La seule chose aujourd'hui, c'est que il faut effectivement, dans un premier temps, il faut rassembler son camp. Et après, il faut aller plus loin. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, vous avez peut-être un discours qui est beaucoup plus pour votre camp. Et ensuite, il faut faire des propositions qui arrivent à rassembler, la plus large palette de la population. Alors vous parliez de François Bayrou il y a quelques heures, il a rejoint officiellement Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le camp Fillon? Parce que ça fait du coup, il ramène avec lui quand même certains électeurs du centre. Vous savez, moi je suis élu régulièrement depuis quelques années maintenant. On n'est pas propriétaire de ses voix. On n'est pas propriétaire de ses voix. On a une capacité à rassembler ou pas. Mais je ne pense pas que le fait que François Bayrou ait dit qu'il se rallie à Macron, ça va emmener... De toute façon, aujourd'hui, le MoDem, il reste plus grand-chose aujourd'hui au MoDem. Et dans son électorat, François Bayrou a peut-être... encore des sympathisants, des partisans, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi nombreux que ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous parliez par exemple tout à l'heure du discours et de ce qu'on pouvait dire et ne pas dire. Je vois M. Macron qui dit tout et son contraire dans la même journée. François Bayrou dit tout et fait le contraire de ce qu'il peut dire. Il y a quelques jours encore, il était d'une agressivité envers Emmanuel Macron. Je pensais qu'il était revenu dans le camp de droite. Et puis vous voyez, vous pouvez être très très critique, très féroce même, et quelques jours après, vous alliez. Je ne pense pas que les choix de François Bayrou ces derniers temps aient été les plus judicieux. Donc on ne peut pas chaque fois tromper son électorat et après, pour se faire élire pour une élection municipale, aller chercher dans le camp que l'on a critiqué. On a compris la candidature, ou en tout cas l'aide de François Bayrou à Macron ne vous affole pas. En revanche, Marine Le Pen, elle, est en tête de tous les sondages, même si on sait maintenant qu'il faut faire attention à des sondages, mais ça dure depuis très longtemps. Et surtout, elle capitalise la colère des gens, ceux qui ne se retrouvent plus dans les autres partis politiques et les autres candidats. Est-ce que ça vous fait peur ?
Alors, ce qui me fait peur, c'est la montée du Front National, effectivement. Qui est réelle et qui montre que les Français ont des besoins. Réel. Et puis, moi, je n'ai pas attendu cette campagne des présidentielles. Il suffit de voir le score du Front National lors des dernières élections régionales pour faire voir, parce qu'on peut avoir une vision, on peut avoir une vision très francilienne, très yvelinoise, mais quand on se balade un petit peu partout en France, ça vous fait froid dans le dos. Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi l'échec aujourd'hui des différentes politiques qui ont été mises en place. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de critiquer que de proposer. Et donc, le Front National... Je veux dire, elle n'a jamais été au pouvoir, donc c'est plus simple. Oui, mais c'est toujours facile de critiquer tout ce qui se met en place. Voilà. Mais par contre, le jour où vous êtes dans la responsabilité, les choses sont différentes. Mais que dit-on aux électeurs? C'est ça, en fait. Oui, mais justement, mais ce que j'en viens. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, ce qu'elle dit, elle joue le populisme. Et donc, c'est normal que certains soient séduits par le discours, parce que le côté, vous allez voir avec moi, les choses seront différentes, alors que, vous savez, les marges de manœuvre ne sont pas aussi importantes que cela lorsque vous arrivez au pouvoir. Et je pense que le Front National, aujourd'hui, est un parti qui est en train de pousser très fort, très très fort. Mais c'est pas le tout d'élire un président. Encore faut-il après avoir une majorité pour pouvoir gouverner. Et là, c'est tout à fait différent. En tout cas, moi, je ferai tout pour combattre le Front National. J'ai la chance aussi de porter un discours très modérateur. Je crois que c'est très bien, parce que c'est pas par les extrêmes qu'on arrivera à quelque chose. C'est vraiment dans le côté modéré, le côté tout à fait à l'écoute des personnes. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Ceux qui veulent gouverner doivent avant tout faire beaucoup de terrain. Et écouter. Et finalement, la voix, la vérité vient de la base et ne vient pas de là-haut. Elle ne nous est pas dictée. Allez, on va parler un peu de sport pour terminer cette émission. On l'a appris il y a aussi quelques jours, quelques heures. Budapest, pour les prochains Jeux Olympiques, retire sa candidature. Il ne reste plus que 2 villes, Paris et Los Angeles. Vous y croyez, puisque Saint-Quentin fait partie des lieux où on pourrait avoir plusieurs épreuves, hein. Écoutez, oui, j'y crois encore plus. J'y croyais déjà. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, de très déterminé, et je pense que la candidature de Paris n'a jamais été aussi importante et aussi proche du but. Donc là, c'est vrai que le désistement encore de Budapest fait la force encore de la candidature de Paris. On attend ça depuis longtemps, donc ça fera 100 ans en 2024 et qu'on n'a pas eu les Jeux sur Paris. Je pense que... Vous avez été un peu déçu au moment où Londres les avait eus aussi? Oui, parce que déjà, on était déjà dans le combat au niveau de 50 ans des vides, mais là, nous sommes prêts. Je dirais, et nous, on est encore... Nous, on est déjà en ordre de bataille, puisque les sites olympiques sont déjà prêts, à l'exception de la colline de la colline de Elancourt pour la compétition de VTT. Oui. Sinon, pour le reste, nous sommes prêts. Qu'est-ce que ça apporte à une agglomération comme la vôtre d'avoir les Jeux Olympiques? C'est une dynamique. Déjà, c'est la reconnaissance que les équipements que nous avons sur notre territoire sont des équipements de renommée internationale pour accueillir les plus grandes compétitions. 2, ça vous permet de faire venir beaucoup de personnes sur votre territoire au moment des compétitions. Et 3, quand vous êtes site olympique, c'est une notoriété importante et c'est une satisfaction pour tout le monde, et pour la population et pour les entreprises. Donc c'est aussi un facteur important de l'attractivité de notre territoire, et j'en suis convaincu. Et ça ne coûte pas un peu cher à l'agglomération aussi ? Écoutez, pour le moment, ça nous coûte quoi, puisque nos sites, nous, sont prêts. Nous n'avons pas aménagé, et de toute façon, la colline de Elancourt est un site qui appartient à la communauté d'agglomération que l'on doit aménager. Et là, dans le cadre des JO, nous allons pouvoir obtenir des partenariats financiers pour l'aménagement. Donc, au contraire, c'est plutôt bénéfique. Et donc, et puis les retombées immédiates aussi pour notre territoire en matière économique, sur les hôtels, les restaurants, les commerces, etc. Donc, ça sera extraordinaire. Et d'ailleurs, on est prêt, puisque sur le Vélodrome, on a déjà indiqué et on a déjà pu montrer à tout le monde qu'on était capable d'organiser un championnat du monde, un championnat d'Europe.
on est capable d'organiser l'Open de France toutes les années et l'année prochaine d'organiser la plus grande compétition de golf au monde, la Ryder Cup. Alors justement, j'y venais. Je précise quand même que c'est donc le 13 septembre à Lima qu'on saura. Au Pérou, tout à fait, que sera annoncée la ville retenue pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors en parlant de la Ryder Cup, j'ai donc vu que vous avez reçu une médaille d'or des mains de la Fédération de cyclisme. Ça, c'était pour le vélodrome, pour vous remercier d'avoir bataillé, je cite, et réussi à sortir de terre ce fameux vélodrome. Vous en êtes fier de cette médaille ? Écoutez, moi, je n'ai rien demandé et le président de la fédération a souhaité honorer quelques personnes. D'ailleurs, avec mon prédécesseur aussi, qui était là, Robert Cadalbert, avec qui on a travaillé sur ce dossier. Mais écoutez, je crois que c'est une satisfaction d'être reconnu comme ça, avec des médailles qui sont données vraiment avec parcimonie. Oui, c'est pour ça. Oui. Moi, ça m'a fait plaisir de voir que le travail que j'ai engagé, le travail important donc, qui a été réalisé, et puis toute l'action que je porte au niveau du sport cycliste sur 50 ans d'Yvelines à travers le Vélodrome et la fédération est reconnue. Moi, ça me fait très très plaisir. Puis moi, vous savez, ce qui me fait vibrer aussi, c'est quand vous avez un vélodrome plein et que vous avez nos champions français qui reçoivent des médailles. Là, c'est la plus belle des satisfactions. Alors, vous parliez de la Ryder Cup, j'y viens. C'est pas un sport qui est très connu dans le grand public. Alors, le fait de l'accueillir en 2018, vous l'avez dit, ça permet aussi, un peu comme le vélodrome finalement, de faire découvrir par vos installations des sports peut-être un peu moins grand public. Écoutez, nous avons la chance que même, nous avons la fédération de cyclisme qui est installée à Saint-Quentin, dans le vélodrome. Ouais, c'est devenu leur siège. Donc, je veux dire, c'est le siège. Et en plus, là, en tant que maire, j'ai aussi inauguré la rue qui entoure le vélodrome et on l'a baptisée la rue Laurent-Fignon. Voilà, donc vous voyez, pour vous dire que nous sommes attachés, c'est un hommage et c'est sympa que même quand on écrit à la Fédération française de cyclisme, rue Laurent-Fignon, c'est déjà la classe. C'est vraiment tout un symbole. Et en plus, son épouse, qui était là le jour de l'inauguration, a trouvé aussi très important que la fédération soit au 1 rue Laurent-Fignon, parce que Laurent-Fignon n'aurait jamais accepté d'être au numéro 2. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Et en tout cas, nous, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous sommes en capacité de pouvoir accueillir de grandes manifestations. Donc le golf, c'est important. C'est un sport que l'on développe. Nous avons l'Open de France qui se déroule toutes les années, d'ailleurs avec un Open de France qui va avoir une nouvelle dimension à partir de la prochaine édition, donc à la fin juin, puisqu'il y a un nouveau partenaire, donc qui est un partenaire chinois, et donc ça sera dans le HNA Open de France, mais ça va donner une nouvelle dimension parce qu'il y aura des dotations plus importantes, ce qui veut dire des golfeurs de renommée mondiale encore plus importants qui seront sur le parcours à 50 ans en Yvelines, et donc ça va encore faire connaître encore mieux le sport golfique. En tout cas, nous, on fait des efforts aussi au niveau de notre agglomération, puisque nous avons une politique très importante, très dynamique auprès des écoles, auprès des jeunes qui s'initient, même des jeunes en difficulté aussi, qui passent par le golf à travers des partenariats que l'on a avec des associations. Eh bien, on est en train de le développer. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'adhérents au golf sur 50 ans d'Yvelines. On a quand même les moyens de pouvoir pratiquer ces sports dans d'excellentes conditions. Nous avons 3 golfs sur le territoire, puisqu'il y en a aussi un sur Plaisir. Eh bien, nous souhaitons faire de ce sport un sport d'accroche, et il se développe fortement. Donc j'espère que la Ryder Cup sera aussi quelque chose de très important. En tout cas, je suis certain que la renommée internationale de Saint-Quentin à travers la Ryder Cup va être d'un effet phénoménal. C'est la fin de cette hebdo politique. Merci Michel Laugier d'avoir été notre invité ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo. C'est sur notre site radiosensation.fr. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Au revoir. L'hebdo politique sur Sensation.